Jean-Hervé Bradol, il est diplômé de médecine tropicale, de médecine d'urgence et d'épidémiologie. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans frontières en 1989. Il a occupé les positions de directeur de la communication, de directeur des opérations, avant d'être président de la section française de Médecins sans frontières. Et aujourd'hui, on vous l'a dit, il est directeur d'études au CRASH, donc le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Bonsoir. Juste un mot pour expliquer l'intérêt d'un point de vue de représentant d'une organisation de praticiens pour ces nouvelles technologies. Le point de départ, c'est quand même qu'on demande à l'origine aux médecins humanitaires d'être une sorte de mouton à 5 pattes, compétent dans de multiples domaines, un peu de chirurgie généraliste, un peu de pédiatrie, savoir soi-même se servir d'un microscope. Et finalement, ce médecin humanitaire en zone tropicale idéale, il n'a jamais vraiment existé. Il a toujours eu besoin d'être soutenu, d'avoir des béquilles. Et parmi ces béquilles, les guides qui accompagnent le processus décisionnel se sont rapidement imposés. Mais en dépit de ces guides, il restait quand même deux faiblesses dans la pratique de la médecine humanitaire, deux faiblesses structurelles qu'on a un peu de mal à imaginer ici, mais qui sont très fortes. La première, c'est qu'on demande aux praticiens de faire des diagnostics, d'intervenir sans avoir accès à la biologie. Donc, vous savez tous très bien que quand vous allez chez le médecin, dès que ça devient un peu sérieux, on vous demande de faire une prise de sang et des analyses biologiques. Nous, notre accès à la biologie est extrêmement limité. De même pour l'accès à l'imagerie. Si vous toussez plusieurs jours, plusieurs semaines, votre médecin va vous envoyer passer une radio du poumon, ça paraît la routine. Et bien pour nous, ça reste encore trop rare d'avoir un accès facile à la radiologie, même si pour la radiologie, ça s'est bien amélioré ces dernières années. Donc, absence de biologie, absence de radiologie, on est sur une pratique médicale où les valeurs prédictives des diagnostics réalisés sont, somme toute, assez modestes et où on traite à tort un certain nombre de patients et où on n'en traite pas un autre nombre à tort. Donc, pour nous, l'arrivée de cette technologie, c'est enfin une perspective concrète de sortir de ce qu'on appelle le traitement présomptif. Le traitement par préjugé, par raisonnement probabiliste, et ancrer nos pratiques dans la vérification sur chaque cas de la justesse des diagnostics. Donc ça vaut pour notre fonds de commerce habituel de médecine tropicale, mais ça vaut encore mieux pour la période qui s'ouvre, parce que transition épidémiologique aidant, dans les pays où on travaille, finalement, les gens cessent progressivement d'avoir des problèmes typiques de pays de zones intertropicales et de pays faiblement développés sur le plan économique, c'est-à-dire d'avoir des problèmes principaux en termes d'infection et de dénutrition. Maintenant, dans ces pays pauvres, on a toute la gamme des grands problèmes de santé publique qui conduisent au décès. Et donc, il y a comme on le dit dans notre jargon, une sorte de transition épidémiologique qui est en train de se faire. Et évidemment, on commence à s'y intéresser, on commence à avoir des projets, par exemple, en oncologie. Je pense à la ville de Bamako sur le cancer du sein. On commence à avoir aussi des projets sur le cancer du col de l'utérus, je pense au Malawi, ou sur le cancer du foie au Cambodge. Et alors, évidemment, pour guider toutes ces nouvelles pratiques, nous n'avons absolument pas assez de spécialistes. Donc, par exemple, pour la lecture des lames d'anatomopathologie pour les cancers du col de l'utérus, je pense que c'est un des éléments du futur proche que nous aurons besoin de partiellement automatiser avec les dispositifs dits d'intelligence artificielle. Donc, ça nous permet... Ces technologies nous permettent de pallier en partie le manque de médecins spécialistes tout en ayant des ambitions de pratique de la médecine de spécialité. Je pense que c'est très complémentaire avec le réseau de télémédecine que nous avons monté depuis une dizaine d'années. Ça permet de réintroduire un spécialiste dans la boucle
consultable par le médecin qui utilise des dispositifs dits d'intelligence artificielle. Donc l'humain, le spécialiste, l'expert n'est pas complètement absent de notre construction. Pour terminer, juste un mot sur que faire du temps finalement qu'on va gagner en utilisant du temps de cerveau spécialisé, si je puis me permettre de parler comme ça, on va gagner en utilisant ces technologies. Je dirais la première remarque, c'est de se souvenir qu'il faut revenir à la clinique. Justement, le temps épargné, ça doit être un temps qui doit être investi à s'intéresser à chaque patient individuellement, et notamment à l'histoire de sa maladie, à l'histoire des traitements qu'il a déjà reçus et d'établir un lien, de mieux comprendre sa demande de soins. Donc, il ne faut pas que ces technologies nous entraînent à une dérive industrielle. Au contraire, ça doit permettre de retrouver du temps pour la singularité de chaque patient. Deuxième remarque sur que faire du temps épargné. Je pense que ça doit être un temps qui doit être dédié, le deuxième aspect, à identifier dans les processus décisionnels automatisés, ou standardisés ou automatisés, la part d'inégalité qui est contenue à l'intérieur de ces technologies. Dans tout arbre décisionnel, tout algorithme, il y a un moment où l'expert fixe, je dirais, arbitrairement un coefficient. C'est une image. Bon, par exemple, si aujourd'hui on fait un arbre décisionnel pour prendre en charge les malades du coronavirus dans la ville de Brescia en Italie, l'arbre en application, c'est que au-dessus de 70 ans, vous n'avez plus accès à la machine de réanimation qui va vous permettre de continuer à respirer. Donc, c'est justement ça qu'il faut questionner. À chaque fois que dans un arbre décisionnel, il y a des seuils comme ça, des coefficients qui sont mis, il faut aller les explorer, les discuter de manière contradictoire pour que la technologie ne serve pas à masquer un arbitraire et la reproduction d'inégalités sociales déjà très sévères. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, on peut le faire. Hein.